17 h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal, voici les principaux titres. Le journaliste Pape Ndiaye, animateur de l'émission Faram Faké sur la TFM, est attendu ce matin à la sûreté urbaine de Dakar. Le journaliste a été convoqué suite aux commentaires qu'il a fait sur l'affaire Pape Malick Ndour. Des députés non inscrits décident de ne pas introduire de recours contre la proposition de loi visant la modification des articles L29, L30 du Code électoral, et puis adopté mardi dernier par l'Assemblée nationale sur initiative du groupe parlementaire de PASTEF les Patriotes. Grand rassemblement populaire annoncé dans le département de Mbour, prévu le samedi 9 mai, stade Caroline Faye. Cette mobilisation s'inscrit dans le cadre d'un sargal en l'honneur du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Et l'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. Cette édition, en plus bref, le journaliste Pape Ndiaye, animateur de l'émission Faram Faké sur la TFM, est convoqué ce matin à la sûreté urbaine de Dakar. Il affirme, selon certaines sources, cette convocation est liée à une récente émission au cours de laquelle il recevait l'avocat Maître El Hadji Diouf. Des commentaires sur l'affaire Pape Malick Ndour seraient à l'origine de la convocation du journaliste Pape Ndiaye, qui se retrouve ainsi devant les enquêteurs pour la deuxième fois. Et puis des députés non inscrits décident de ne pas introduire de recours contre la proposition de loi visant la modification des articles L29 et L30 du Code électoral adopté mardi dernier par l'Assemblée nationale sur initiative du groupe parlementaire PASTEF. Ils évoquent des contraintes indépendantes de leur volonté. Dans un communiqué, Amadou Ba, Anta Babacar Ngom, Thierno Alassane Sall et 10 autres députés non inscrits fustigent la modification des articles L29 et L30 du Code électoral. Selon eux, cette réforme ne relève pas d'une quête de justice, mais s'inscrit dans une logique de conjoncture politique. Les signataires, au nombre de 13, disent prendre acte des déclarations du président de la République annonçant son intention de soumettre prochainement à l'Assemblée nationale un projet de loi de réforme du Code électoral. Ils attendent donc la présentation de ce projet qu'ils espèrent inclusif, consensuel et conforme aux standards démocratiques. Et puis Khalifa Sall qui exprime des réserves sur les réformes du Code électoral, en particulier les articles L29 et L30 du Code électoral qu'il juge adoptés sans concertation suffisante. L'ancien maire de Dakar s'interroge sur une possible incohérence au sein de la majorité, évoquant un retour sur des points déjà écartés lors du dialogue politique sans se prononcer sur le fond. Il appelle au respect des traditions démocratiques fondées sur le consensus et met en garde contre tout passage en force, tout en annonçant de possibles initiatives de son camp dans les prochains jours. Et grand meeting dans le département de Mbour. L'événement se tiendra le samedi 9 mai au stade Caroline Faye. En prélude de ce grand rassemblement, le comité préparatoire a fait face à la presse. Il a décliné la feuille de route de ce sargal dédié au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Khalifa Ababakar Fall pour plus de détails. Et toujours dans cette dynamique, le coordonnateur départemental de la coalition Diomaye Président section Mbour est revenu sur le nouveau plan de la coalition pour les 3 prochaines années. Serigne Gueye Diop a mis sur la table la diminution du coût de la vie, l'employabilité des jeunes, entre autres des points stratégiques pour la vision Sénégal 2050. Serigne Gueye Diop, le ministre de l'Industrie et du Commerce, est au micro de Khalifa Ababakar Fall.
Le président se dévoilera un nouveau plan d'action concret pour répondre à chaque problème. Sur le coût de la vie, il annoncera toutes les baisses ciblées des taxes sur les produits de première nécessité. Sur le riz, l'huile, le sucre, le lait, le ciment. On l'oublie souvent. Plus de 840 milliards ont été justement remis aux ménages pendant ces 3 ans par les baisses du riz de 150 francs par kilo. Un contrôle renforcé sur les prix, un soutien direct aux ménages les plus vulnérables, comme il l'a annoncé hier avec les bourses de sécurité sociale. Sur l'emploi des jeunes, il proposera aussi la création d'un fonds de soutien à l'entrepreneuriat avec la DER/IFJ, mais aussi avec la DPME. Une formation professionnelle dans les métiers d'avenir, numérique, énergie renouvelable, agriculture, formation professionnelle dans différents métiers. Il allégera également les charges fiscales pour les petites structures et mettra en place un programme d'accompagnement. Il a déjà parlé du programme Suni Champion pour permettre à certains Sénégalais qui ont fait leurs preuves d'être accompagnés par l'État pour devenir des multinationales et des sociétés extraordinaires. On parlera également de l'industrialisation du pays, les agropoles. Pendant 10 ans, le Sénégal n'avait terminé aucun agropole. Aujourd'hui, en 2 ans, nous avons lancé 30 nouvelles zones industrielles de type agropole, dont 3 ont déjà été inaugurées par le chef de l'État. Et puis l'annonce du Premier ministre Ousmane Sonko de présenter le bilan de ces 2 années à la primature, présenté comme celui de Pastef les Patriotes, intervient dans un contexte politique déjà marqué par une forte attente de résultats au Sénégal. En parallèle, la coalition Diomaye Président du président de la République Bassirou Diomaye Faye prépare également la présentation d'un bilan de gouvernance. Cette situation relance le débat sur les prérogatives au sommet de l'État, la lisibilité de l'action publique et la séparation entre parti et État. C'est une réflexion de Baïnongo Fall. Premier ministre Ousmane Sonko de présenter le bilan de ces 2 années à la tête de la primature s'inscrit dans une séquence politique particulièrement sensible, marquée par des débats sur la place du parti dans l'action gouvernementale et sur la cohérence institutionnelle de l'exécutif. Le chef du gouvernement entend livrer un bilan qu'il assume comme celui de son parti Pastef les Patriotes, présenté comme le moteur des politiques publiques mises en œuvre depuis 2 ans. Une lecture assumée d'une action publique fortement politisée que certains qualifient déjà de logique de parti-État. Cette approche soulève toutefois des interrogations de fond. En effet, le gouvernement n'est pas exclusivement composé de membres d'une seule formation politique. Il rassemble également des profils issus de différentes sensibilités et parcours politiques, traduisant une configuration institutionnelle plus large que le cadre partisan de Pastef. Dès lors, réduire le bilan de l'action gouvernementale à une seule structure politique pose une question de représentativité et de cohérence de l'action collective. Dans le même temps, la coalition Diomaye Président portée par le chef de l'État annonce également une présentation du bilan des 2 ans de gouvernance. Cette superposition de communication accentue la perception d'une gouvernance à plusieurs vitesses, voire à plusieurs récits. Sur le plan institutionnel, cette situation ravive un principe fondamental. Le président de la République, élu au suffrage universel direct, incarne l'unité de l'action de l'État au-delà des appartenances partisanes. À ce titre, la tentation de transformer le bilan gouvernemental en instrument de valorisation partisane peut apparaître en décalage avec l'exigence de neutralité et de responsabilité collective qui s'impose à l'exécutif. Dans une dynamique, plusieurs observateurs s'interrogent sur la portée politique de cette stratégie. L'insistance sur un bilan de parti dans un gouvernement censé représenter une diversité d'origines politiques ne risque-t-elle pas d'entretenir une logique de confusion entre État et formation politique au détriment de la lisibilité de l'action publique? Au-delà des intentions affichées, cette séquence met ainsi en lumière une tension centrale, celle entre la gouvernance républicaine qui exige une action collective et institutionnelle et une lecture plus partisane du pouvoir qui tend à réorganiser le récit de l'État autour d'une seule sensibilité politique.
Fall, 2 ans après leur accession au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko affichent une unité de façade, mais les signaux de tensions internes se multiplient entre rivalité d'influence, bataille de communication et confrontation par presse interposée au sein de la majorité. L'équilibre du duo exécutif sénégalais apparaît de plus en plus fragile, nous dit Ndeye Mariam Ndiaye. 2 ans après leur arrivée au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko incarnent une expérience politique rare, celle d'un exécutif bicéphale uni par l'histoire militante, mais traversé par des logiques de pouvoir distinctes. Sur le papier, la répartition des rôles est claire. Au président, la garantie des institutions, au premier ministre, la conduite de l'action gouvernementale. Mais dans les faits, la frontière est plus poreuse, car Sonko n'est pas un chef de gouvernement classique. Certains le perçoivent même comme concurrente de celle du président. Face à cela, Diomaye Faye adopte une posture institutionnelle assumée en réaffirmant publiquement son autorité, celui d'un chef d'État qui entend éviter toute confusion dans la chaîne de commandement. La récente sortie médiatique illustre cette réalité plus profonde, une bataille de narration. Lorsque Sonko évoque 2 ans de Pastef, il inscrit l'action gouvernementale dans une continuité partisane. À l'inverse, Faye s'efforce de déplacer le curseur vers l'État. Son discours vise à rassurer au-delà du socle partisan, à parler de l'ensemble de la nation. Officiellement, l'unité prévaut. Pourtant, des signaux faibles émergent, des prises de positions divergentes dans la presse, des soutiens respectifs qui s'expriment parfois de manière dissonante, voire frontale. Au sein de la majorité, certains se réclament davantage de la ligne Sonko, plus offensive, tandis que d'autres défendent une approche institutionnelle alignée sur Diomaye Faye. Mais à moyen terme, plusieurs questions demeurent. Qui incarne réellement le pouvoir? Où se situe le centre de décision? Mariam Ndiaye, au sommet de l'État, le ton change. En quelques semaines, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a enclenché une série de décisions fortes entre limogeage ciblé et nomination stratégique. Objectif affiché, reprendre la main et imposer sa ligne. Mais cette dynamique soulève déjà des interrogations sur l'équilibre entre fidélité politique et compétence dans la gestion des affaires publiques. Une réflexion de Mme Sokhna Dramé. Les signaux sont clairs et se multiplient. Le départ d'Abdoulaye Ly, jusque-là ministre conseiller et porte-parole de la présidence, marque un tournant dans la stratégie du pouvoir. Il est remplacé par Abdoulaye Tine, avocat engagé et membre actif de la coalition présidentielle. Une nomination qui illustre la volonté de s'appuyer sur des profils politiquement alignés. Mais ce changement n'est que la partie visible d'un mouvement plus large. Au palais, la reprise en main est nette. Salimata Dieng a été écarté après une sortie critique envers le chef de l'État. Dans la foulée, Bassirou Kébé, Kilifa de son vrai nom Landim Bissane Seck, ou encore le professeur Ousmane Cissé ont été relevés de leurs fonctions. Des décisions qui traduisent une même logique, resserrer les rangs autour du président. Derrière cette série de limogeages, une stratégie se dessine, celle de bâtir un appareil d'État plus homogène, discipliné et fidèle à la vision présidentielle. Une orientation qui peut renforcer l'autorité de l'exécutif dans un contexte politique exigeant. Mais elle pose aussi une question de fond. Jusqu'où peut aller la primauté de la loyauté politique? Car dans ces secteurs clés comme la santé, le logement ou la communication institutionnelle, l'expertise reste indispensable. Le risque, selon certains observateurs, est de voir l'administration se politiser davantage au détriment de l'efficacité et de la performance publique. Dans un Sénégal confronté à de fortes attentes sociales, notamment sur l'emploi, le pouvoir d'achat et la qualité des services publics, la moindre erreur de casting pourrait coûter cher. La confiance des citoyens, déjà fragile, dépendra des résultats concrets. En imposant son autorité, Bassirou Diomaye Faye joue une carte décisive, celle du contrôle et de la cohérence politique. Mais l'équilibre reste délicat entre engagement militant et compétences techniques. Car à vouloir tout verrouiller, le pouvoir prend un risque majeur, celui de transformer la loyauté en faiblesse et de faire vaciller à terme l'efficacité même de l'État. Mme Sokhna Dramé, reparlons de cette récente sortie médiatique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Une sortie qui continue de susciter analyse et controverses. Si pour le professeur Moussa Diaw de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, cette prise de parole traduit un désaccord clair avec la réforme en cours, elle apparaît également comme une démonstration d'autorité présidentielle, rappelant que la nomination du Premier ministre relève de sa seule prérogative, une lecture loin de faire l'unanimité, puisque
puisque pour le professeur Moussa Diaw, une telle sortie n'est pas tout simplement nécessaire. Le professeur Moussa Diaw est joint au téléphone par Djibril Niane. Le président de la République est intervenu pour montrer sa désapprobation de la démarche des députés qui n'ont pas eu la patience d'attendre qu'il publie les avant-projets de loi à discuter. Il n'a pas toléré ce forcing, disons, des députés. Et puis, d'un autre côté, il a signalé son appartenance au PASTEF. Et là aussi, on peut lire qu'il y a des divergences entre le Premier ministre et lui quant à l'orientation du PASTEF. C'est la raison pour laquelle il avertit sur les risques qu'encourt justement cette orientation du PASTEF. De manière générale, on peut sentir certaines gênes de la situation politique, les rivalités entre les deux membres de l'exécutif, les deux coalitions s'affrontent indirectement, mais ce qui est important aussi à savoir dans ses propos, c'est qu'il regrette le fait qu'il n'a plus une mémise sur le parti, bien qu'il ait travaillé depuis très longtemps sur les textes, qu'il se considère comme étant membre fondateur, et il a abattu énormément de travail, dit-il, pour la mise en place de ce parti qui lui a permis de se hisser au sommet de l'État. Donc ça veut dire que la situation est là, en évoquant également des relations tendues avec son Premier ministre, mais il met en garde les agissements d'un certain nombre de leaders quant à sa détermination à poursuivre, dit-il, les projets PASTEF. Donc ça c'est nouveau, mais pour PASTEF, le président a fait un revirement politique. Il a changé de cap, et ce qui fait justement ça crée des difficultés dans ses rapports avec ses anciens camarades de parti. Et toujours sur la dernière sortie du président de la République parlant d'une certaine discrétion dans la gestion des fonds politiques, cela continue d'alimenter le débat. Le président du Forum des justiciables, Babacar Ba, s'est dit peu convaincu par les propos du chef de l'État sur la question de la transparence et dénonce également le retard de la publication des rapports de contrôle. Babacar Ba est joint au téléphone par Khalil Djemé. La Cour des comptes nous doit des rapports, en tout cas des exercices de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Donc, la Cour des comptes est en retard dans la publication de ces rapports. Et le dernier rapport public annuel de l'Inspection générale d'État date de 2019. Donc, par rapport à ce point, Monsieur le Président de la République, les corps de contrôle ne sont pas à jour par rapport à la publication de leur rapport. Et sur la question liée aux fonds politiques, le Président de la République nous dit que ces fonds seront maintenus et la discrétion va accompagner la distribution de ces fonds. À mon avis, ce qui est d'une extrême gravité, car cette démarche relève de l'opacité. La discrétion qui entoure aujourd'hui les fonds politiques ou les fonds de solidarité, aujourd'hui ne favorise pas la transparence. Donc je pense que ces fonds-là doivent obéir à une transparence absolue. Et puis dans le reste de l'actualité, réunis à l'occasion d'un symposium national, près de 100 000 acteurs de l'éducation nationale ont engagé une réflexion stratégique sur l'avenir de l'enseignement privé au Sénégal, une initiative du ministre de l'Éducation nationale qui vise à moderniser le cadre réglementaire, à renforcer la qualité et à adopter le secteur aux exigences actuelles en cohérence avec la vision Sénégal 2050. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Bamba Guirassi, que je vous propose d'écouter. On voit très souvent les acteurs du secteur privé comme étant dans des logiques de marchandisation de l'éducation. Or, nous venons de voir en fait que le secteur privé est un acteur majeur, un partenaire donc de l'État. Il prolonge le service public d'éducation et que c'était dans le temps et dans l'histoire du système éducatif, le privé a toujours eu à jouer un rôle très très déterminant. Déjà, on a vu que depuis les années 1600, le secteur privé était déjà là, à travers les Dara, les Serigne Dara, et qui ont participé donc à façonner le système éducatif, mais la nation sénégalaise aussi. Des activités, des transmissions de savoir et de façon territorialisée. Et après, nous avons vu aussi la présence donc des colons qui avaient donc une mission que nous connaissons bel et bien, mais avant ça aussi le confessionnel qui était très présent,
qui avait une mission donc qui allait dans le sens de la civilisation ou de civiliser entre guillemets donc les populations. Donc tout cela montre simplement que le secteur privé était bien présent. Et plus récemment, on a vu un secteur privé présent dans presque tous les sous-secteurs de l'éducation. Dans le secteur donc de l'inclusion, les enfants en situation de handicap, nous les avons vus au niveau du préscolaire, nous les avons vus aussi accompagner l'État qui était souvent confronté à des difficultés face à la poussée démographique, surtout dans les milieux tels que les banlieues ou d'autres villes où la poussée démographique était extrêmement importante. Un atelier national consacré au renforcement des capacités des Badianougor dans la prévention et la prise en charge des violences faites aux femmes et aux enfants s'est ouvert hier à Dakar, initié par l'ONG Jigéen Sénégal. La rencontre vise à renforcer les connaissances de ces actrices communautaires sur les approches fondées sur les droits humains, sur l'accompagnement centré sur les survivantes, le principe du ne pas nuire, ainsi que les mécanismes nationaux de prise en charge des violences basées sur le genre, en lien avec les services sociaux, la police et la justice. Je vous propose de suivre les explications de Maïmouna Astouyade, présidente de Jigéen Sénégal, au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. Nous, en tant qu'organisation féministe, en tant qu'organisation qui lutte contre les violences basées sur le genre, nous travaillons avec les Badianougor depuis quand même un bon bout de temps. Et cette activité n'est pas une activité ex nihilo, c'est une activité qui a été le résultat d'une documentation quand même de plusieurs expériences de Badianougor dans plusieurs localités. Et d'ailleurs, ce qui a attiré aussi notre attention, c'est un peu quand on a analysé la portée du travail des Badianougor au niveau des communautés, on s'est rendu compte, bien évidemment, qu'on peut aller vers une meilleure prise en charge déjà de la Badianougor, tant sur les questions de soins au niveau individuel et au niveau collectif. Et la question qu'on se pose, c'est que les Badianougor prennent soin des Gor. Qui prend soin des Badianougor? C'était un peu la question fondamentale et nous sommes disposés, engagés à vraiment, avec l'État vraiment du Sénégal, trouver des mécanismes, des outils nécessaires pour mieux accompagner donc ces Badianougor à avoir un statut mieux pris en charge et à également, je dirais, améliorer en tout cas toutes les dispositions qui ont été prises par l'État du Sénégal pour mieux renforcer les positions des Badianougor. Au-delà de ce renforcement de capacité, il faut comprendre que l'atelier de ce jour est un atelier stratégique pour les Badianougor parce que ça impulse un plaidoyer national fort pour une revue déjà donc, du statut donc, des Badianougor, mais également de voir avec l'État du Sénégal, avec les partenaires, avec les communautés, avec les Badian elles-mêmes, comment renforcer leur positionnement au niveau communautaire, mais également comment renforcer aussi leur partenariat donc, institutionnel donc, avec les services de l'État. Autre actualité, dans la sous-région, l'Union des transporteurs routiers du Sénégal s'inquiète de la situation très tendue au Mali causée par les attaques des djihadistes. Gora Khouma, le président de l'Union des transporteurs du Sénégal, révèle qu'un camion a été brûlé ce samedi à la frontière Sénégal-Mali. Les transporteurs sénégalais appellent le gouvernement sénégalais à réagir pour sécuriser le transport routier. Gora Khouma, leur président, est joint au téléphone par Ibrahim Khalil Djemé. La situation reste telle qu'elle est, elle est toujours grave. Il y a toujours des attaques par-ci par-là, de nuit comme de jour. Tous les camions sont bloqués, même les camions sénégalais comme maliens, même le transport de passagers, parfois sont coupés. Donc parfois ils laissent circuler, parfois ils les bloquent. La circulation devient au ralenti. Personne n'est à l'abri. Ceux qui sont à l'intérieur du Mali veulent retourner au Mali, mais ils ont ces problèmes. À plus de raison, ceux qui n'ont pas encore déchargé ou bien ceux qui sont en route vers Bamako. Ils ont toujours des problèmes parce qu'il y a au moins plus de 10 jours que les camions ne font pas mouvement. Ils sont à l'intérieur, ils attaquent les camions. Avant-hier, ils ont brûlé un camion sénégalais, un camion malien. Mais ils arrêtent les camions, ils descendent les chauffeurs et apprentis. Parfois, leur comportement change. C'est le problème. Il y a où il faut, ça n'empêche, il y a toujours des problèmes. Que nous souhaitons, je l'ai dit hier, on ne peut pas laisser le Mali, puisque même si tu fais une déclaration qu'il faut arrêter de plus aller au Mali, les gens vont partir. Donc c'est le trafic international, le fret malien qui pousse aux opérateurs d'investir. Et que les choses aussi, non, que ce trajet pour faire le transport, dans des situations, il faut que le parti Sénégal puisse partager cette douleur avec les Maliens. Puisque demain, si maintenant la paix revient, le Sénégal ne sera pas honte pour se mettre face aux Maliens. L'économie devient au baisse. À la baisse, c'est normal. La circulation devient au ralenti, puisque le carburant parfois est bloqué, la nourriture est bloquée.
Moyen-Orient, le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran a été mis à rude épreuve hier dans le détroit d'Ormuz. L'armée américaine a décidé à permettre le passage de certains navires bloqués, affirme avoir détruit plusieurs bateaux iraniens. Ce que dément Téhéran, les Émirats arabes unis ont essuyé la première attaque iranienne contre des installations civiles depuis le cessez-le-feu. Il y a un mois, la tension croissante fait craindre le pire au pays de la région qui se prépare à une reprise des hostilités et en représailles à l'annonce par Donald Trump d'une opération militaire destinée à rétablir la circulation des navires bloqués dans le golfe arabo-persique. L'Iran a procédé à de nouveaux tirs vers l'un de ses voisins du Golfe, les Émirats arabes unis, lundi 4 mai. Une attaque de drone a notamment provoqué un incendie sur le site pétrolier de Fujairah, près du détroit d'Ormuz, et blessé 3 personnes. Auparavant, à la mi-journée, l'agence de presse iranienne Fars avait affirmé que l'Iran avait tiré des missiles contre une frégate de l'armée américaine qui s'approchait du détroit d'Ormuz. L'armée américaine a démenti qu'un de ses navires ait été frappé. Et le Hezbollah pro-iranien a fait état lundi 4 mai d'affrontements avec des forces israéliennes dans une localité frontalière du sud du Liban, en dépit de la trêve en vigueur. La formation a annoncé dans un communiqué avoir repoussé des troupes israéliennes qui tentaient de progresser près de la localité de Der Serian. C'est dans la zone contrôlée par l'État hébreu. Selon l'armée israélienne, 2 de ses soldats ont été légèrement blessés. À présent, c'est la page sportive. Sur Solo TV, Solo FM, bref, Solo Média. C'est l'affaire d'Al-Amin Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. CAN U17 Maroc 2026, la liste des 23 lionceaux est dévoilée. Vous l'avez dit, le sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal a dévoilé donc la liste des 23 joueurs retenus pour la CAN U17 2026 qui se tiendra au Maroc. L'ancien international sénégalais, il s'agit donc de Lamine Sané, a misé sur la continuité et l'expérience en intégrant plusieurs cadres qui connaissent déjà cette compétition pour l'avoir déjà joué. La CAN U17 est prévue donc au Maroc du 13 mai au 2 juin 2026. Avant de rallier le pays du royaume chérifiant, les Lionceaux effectueront un passage par la Tunisie où ils disputeront une rencontre amicale face donc à la sélection tunisienne afin de mieux peaufiner leur préparation et d'avoir une bonne entame pour cette Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Et CAN 2027, cette fois-ci pour les seniors, les équipes seniors, la composition du chapeau est dévoilée à 2 semaines du tirage au sort des éliminatoires. D'abord, à retenir que le tirage au sort est prévu donc pour les éliminatoires de la CAN 2027 le 19 mai prochain. La composition des chapeaux a ainsi été donc dévoilée pour cette édition prévue en Afrique de l'Est entre le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. 48 équipes réparties en 12 poules de 4 équipes chacune. Les 2 équipes, en tout cas les équipes en 10, ont été regroupées dans 4 pots différents pour le tirage au sort qui donc, je rappelle encore une fois, sera effectué le 19 mai prochain pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2027. Je rappelle que le Sénégal est logé donc dans le pot A, dans le chapeau A bien sûr, puisque étant donc parmi les grandes nations de football africaines, à côté donc du Maroc, vice-champion d'Afrique, l'Égypte, entre autres. Nous reviendrons sur cela dans nos prochaines éditions. Mais pour parler toujours de sport, nous faisons focus cette fois-ci sur le championnat sénégalais, la Ligue 2 sénégalaise. La 25e journée a été donc bouclée hier par surtout un match spectaculaire. Eh bien, sachez que Guelwaar FC finalement donc a pris le dessus sur l'équipe de Teranga FC au stade Alassane Djigo. 2-1 au classement de la Ligue 2 sénégalaise. Pour l'instant, Djambar est à la tête, même si à égalité de points avec Esamaï FC. AS Douane revient à la 3e position. Pour l'instant, c'est-à-dire que UCS Déport et Thiès FC sont donc les clubs relégables. En Ligue des Champions, ce soir, le retour des manches, du retour de la demi-finale entre l'Atlético Madrid et l'équipe de Arsenal au niveau de Etihad Stadium en Angleterre. Arsenal recevra donc l'équipe d'Atlético Madrid. Un duel assez palpitant ce soir donc entre les 2 équipes. Je rappelle qu'en match retour, au match aller, les 2 équipes avaient fait match nul, 1 but partout. En attendant donc de voir quelle sera l'équipe qui va donc décrocher son ticket pour Budapest où va se tenir la finale de la Ligue des Champions. En attendant donc l'autre affiche demain mercredi
jeudi entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du Bayern Munich. Et pour finir cette fois-ci avec la situation des supporters sénégalais détenus au Maroc, les 3 supporters qui sont libérés, Fatou Abdou, il y a de cela 2 semaines, vont regagner Dakar selon des informations. Ce sera donc ce jeudi. En attendant donc, le comité des 12e Gaïdé, encore une fois, demande une grâce royale pour les 15 autres supporters, toujours au Maroc. Merci beaucoup Alamine Senghor. Nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Bonjour. Les rapports entre le président de la République